C'est l'heure des informations. Bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Drame au niveau de la décharge de Dar es Salaam. L'éboulement enseveli des habitations, des pertes en vies humaines sont signalées. Les secours sont sur le terrain pour rechercher d'éventuelles victimes. Santé animale, le ministre Alpha Bakar Bari échange avec les différents acteurs de la filière. Le but, mettre en place un programme de modernisation du secteur. Et puis à Conakry, des marchands ambulants envahissent les artères principales. Pendant les embouteillages, un commerce à haut risque mais très prisé dans la capitale. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ce communiqué du gouvernement. Suite à l'éboulement de la décharge de Dar es Salaam, la nation est en deuil, le gouvernement mobilisé. Le gouvernement de la République de Guinée informe l'opinion nationale et internationale qu'un éboulement est survenu aux environs de 2 heures du matin dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 août 2026 au niveau de la décharge de Dar es Salaam dans la commune de Bessia à la suite des fortes pluies enregistrées dans la nuit. Ce drame a provoqué l'effondrement de plusieurs habitations et fait, selon le bilan provisoire établi à 16 heures, 30 morts, 6 blessés graves et 16 blessés légers. Dès les premières heures, d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour rechercher d'éventuelles personnes encore ensevelies, secourir les victimes et procéder au dégagement des corps. Les opérations se poursuivent sur le terrain sous la coordination des services compétents de l'État avec l'appui de la Croix-Rouge, des forces de défense et de sécurité, des équipes médicales, des autorités administratives et locales, ainsi que des populations riveraines. Le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Riba s'est rendu sur les lieux afin de constater la situation et de superviser la mobilisation des services publics. Au nom du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya et du gouvernement, le Premier ministre a exprimé sa profonde compassion et sa solidarité aux familles endeuillées. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la prise en charge médicale des blessés, notamment au CHU de Donka, ainsi que l'assistance aux personnes affectées par ce drame. Le gouvernement adresse ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des victimes, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime sa profonde reconnaissance à l'ensemble des acteurs engagés dans les opérations de secours. Le gouvernement appelle les populations au calme, à la solidarité et au strict respect des consignes des services de secours et des autorités compétentes. Les opérations de recherche et d'assistance se poursuivent. Le service d'information du gouvernement. Suite donc aux fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry aux environs de 2 heures du matin, la décharge d'ordures de Dar es Salaam, située dans la commune de Bessia, s'est écroulée sur plusieurs habitations. Le bilan de cette tragédie fait état de plusieurs morts. La situation est dramatique et inquiète plus d'un. Les équipes de la protection civile sont mobilisées pour retrouver les victimes. Mohamed Nkoya, Sila, Morlaï Souma, Aboubakar Diaby. Considérée comme une zone à haut risque, la décharge de Dar es Salaam a de nouveau été frappée par un éboulement. Survenu vers 2 heures du matin après de fortes pluies, l'effondrement d'une importante masse de déchets a enseveli plusieurs concessions et fait plusieurs victimes. Le drame intervient alors que les autorités ont annoncé la fermeture définitive du site et appelé les riverains à quitter les zones exposées. Nous sommes vraiment écœurés suite à cette tragédie. C'est vers 2 heures du matin que cet effondrement a eu lieu. Cette montagne d'ordures s'est écroulée 2 fois de suite. Il y avait des gens à côté. Plusieurs d'entre eux ont été engloutis par les déchets. Nous continuons les recherches pour retrouver les survivants. Dès les premières heures,
Riverains et agents de la protection civile se sont mobilisés pour les secours. Plusieurs concessions ont été ensevelies et les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes et sécuriser les lieux. Je regrette ce qui est arrivé, c'est malgré nous. J'ai passé presque 6 mois avec le ministre ici. On ne passe pas une semaine sans venir sensibiliser. Dieu a fait, en peine, c'est le mercredi qu'on a quitté ici. Avec le ministre, on est venu, on a dégagé tout ce qui était là comme PACA que les gens installent pour abriter la nuit. J'ai appelé le chef de quartier, plus le maire. Nous sommes tous retrouvés ici. On a cherché à sensibiliser, on a dégagé tout ce qui était des PACA. On a dit aux gens, dans une semaine, nous allons faire la clôture. Informés de la situation, les autorités se sont rendues sur place pour constater les dégâts, suivre les opérations et apporter leur soutien aux familles affectées. Ça fait des années qu'on cherche à ce que les gens puissent quitter cet endroit. Parce que vous-même, vous voyez les risques de santé que représente cette zone pour la population. Mais malheureusement, même hier, les équipes étaient encore sur le terrain pour demander à ce que les familles puissent être délocalisées. Aujourd'hui, le gouvernement, mes collègues étaient déjà là, le ministre de l'assainissement, de l'hydraulique et des hydrocarbures, le ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Depuis 4 heures, ils étaient sur pied sur ce site. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées. Vous avez vu, la police et la gendarmerie sont également là. Mais vous vous rendez compte même qu'on a du mal à dégager. Et vous voyez que sous le toit de cette montagne d'ordures, il y a des habitations sous ce toit. On essaye de sensibiliser, mais je pense qu'il faut que nous agissions autrement. Ce nouvel éboulement remet en lumière les risques liés à l'occupation du site. Les riverains concernés sont invités à respecter les consignes des autorités et à quitter les zones exposées. Une mesure destinée pour assurer leur sécurité. Dans l'actualité encore, renforcement de capacité opérationnelle des services déconcentrés de l'environnement avec la remise de 50 ordinateurs aux acteurs de l'Office guinéen du bois. Ces nouveaux outils informatiques, vous allez le voir, vont permettre d'améliorer le système statistique de l'Office. Reportage Marie-Simone Noël Tolno, Robert Bangoura. Cette remise d'équipement de 50 ordinateurs s'inscrit dans une dynamique de moderniser l'ensemble des structures déconcentrées du ministère en charge de l'environnement. Nous remercions Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable pour son appui et accompagnement constant. Cet accompagnement est pour nous une source de motivation et la preuve d'une vision partagée. À travers ces investissements, le GUB ambitionne vraiment de renforcer l'efficacité des antennes préfectorales et communales dans l'exécution de leurs missions, améliorer la production et la remontée des statistiques forestières, mais aussi assurer une meilleure traçabilité des opérations de contrôle et de suivi. Désormais, ces équipements modernes permettront à ces administrateurs forestiers de bénéficier de meilleures conditions de travail en lien avec les exigences du monde numérique actuel. Ces équipements nous permettront d'améliorer nos performances, de gagner en efficacité et mieux servir nos institutions et nos concitoyens. Nous vous rassurons que ces ordinateurs seront utilisés de manière responsable pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés. L'Office guinéen du bois fait face à beaucoup de défis. La planification de l'exploitation forestière commence par les données. Sans données fiables, on ne peut pas planifier, on ne peut pas prendre une décision. L'Office guinéen du bois, dans son rôle de promotion, de commercialisation, de promotion des bois d'œuvre, ira plus loin pour encore sensibiliser davantage les acteurs, comme nous l'avons fait à Kindia il y a quelques jours, afin de moderniser et de tracer une vision commune vers la sauvegarde de notre environnement. Ces 50 ordinateurs sont une source de création de chaînes de valeur durable au service de l'environnement et du développement durable dans la mise en œuvre des différentes réformes engagées par le département au sein de l'Office guinéen de bois.
La protection des ressources naturelles du parc national du Moyen-Bafing attire aussi l'attention. Gouvernement et partenaires canadiens décident de l'implication des femmes dans la gestion de ce patrimoine forestier, ceci pour promouvoir leur autonomisation. Reportage à Mamadou Patebaldi. En Guinée, le gouvernement guinéen et ses partenaires restent déterminés à assurer une meilleure gestion durable du parc national du Moyen-Bafing et renforcer le dispositif de protection de la biodiversité. Dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme, les femmes jouent un rôle déterminant. À Mamoun, plusieurs acteurs engagés dans la protection et la gestion durable de cette aire protégée se concertent. Il y a eu un premier travail qui a été fait par une équipe restreinte. Il a été demandé à cette équipe élargie de revisiter et de faire des observations pour améliorer le document en attendant sa validation par le gouvernement guinéen. Financé par le gouvernement du Canada à travers UPADI, ces échanges favorisent non seulement le développement des communautés locales, mais aussi et surtout renforcer les capacités d'adaptation des femmes et des jeunes filles vulnérables ainsi que leurs familles aux effets du changement climatique dans le paysage forestier du parc national du Moyen-Bafing. La Guinée est en train de s'aligner à l'instar des autres pays du monde à une prise en compte effective de l'aspect genre dans la gestion de la biodiversité, mais aussi à s'aligner sur les priorités du gouvernement qui est celle de l'intégration du genre dans les instances de décision à plus de 30%. Ces activités constituent une étape importante aux yeux du gouvernement guinéen et les partenaires au développement dans la définition des chemins que les femmes doivent suivre dans la gouvernance et la gestion durable de ce patrimoine forestier guinéen. Elles contribuent également à leur autonomisation et l'amélioration de leurs conditions de vie. L'administration régionale de Mamoun reste entièrement disposée à accompagner toute initiative qui renforce la gouvernance locale, l'autonomisation des femmes et le développement durable. Cette rencontre de Mamoun aura été une occasion de placer les femmes au cœur des stratégies de conservation et de développement durable du parc national du Moyen-Bafing. Une approche fondée sur l'inclusion et la participation des communautés locales dans la préservation durable des ressources naturelles au bénéfice des générations futures. Dans le cadre de la protection de l'environnement toujours, il faut préciser que le 21 septembre prochain, le décret portant sur l'interdiction des plastiques à usage courant entrera en vigueur. La Fédération nationale des artisans de Guinée prend les taureaux par les cornes en proposant au ministre de l'Environnement des alternatives. Elle a présenté au chef de département plusieurs produits artisanaux prêts à prendre la relève. Reportage Alpha Yassila. Le 21 septembre prochain, l'interdiction de l'importation et de l'utilisation des chaussées plastiques à usage courant entrera en vigueur à Guinée. À l'approche de cette échéance, la Fédération nationale des artisans de Guinée présente au ministre de l'Environnement et du Développement durable des modèles d'emballage biodégradables et réutilisable. À partir de ce décret, on s'est lancé, on a fait plus de 30 000 kilomètres pour aller visiter les autres. Et dans la sous-région, l'exemple du Ghana et d'autres pays ont montré qu'on peut effectivement lutter contre ce fléau. Et second avantage pour nous, quand tu mets les produits là-dedans, ça ne se déchire pas, ça ne se verse pas, donc il peut prendre de poids, jusqu'à 5 kilos ou plus. Pour préparer cette transition, la Fédération a réalisé une étude de marché sur les besoins des consommateurs. Des artisans venus des différentes communes de Conakry exposent plusieurs modèles de sacs et d'emballages fabriqués à partir de matériaux biodégradables, recyclables ou réutilisables. C'est un processus qui est déclenché et il faut aller dans l'idée de mettre en œuvre ce décret. Et donc, ils ont pris le taureau par les cornes en prenant le devant déjà d'importer des matériaux que nous voulons, des matériaux biodégradables, recyclables et réutilisables surtout, pour procurer à la population ces matériaux afin de soutirer dans la chaîne ce qui est
liées au plastique à usage unique. Donc nous sortons ici avec vraiment de l'espoir que la population a compris. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a visité les différents stands et pris connaissance des produits présentés. La Fédération nationale des artisans de Guinée entend ainsi proposer des solutions alternatives aux sachets plastiques dont l'utilisation sera interdite à partir du 21 septembre. Protéger l'environnement et redonner vie au couvert végétal pour protéger durablement les ressources naturelles. La société Nimba Mining Company a lancé dans ce sens du côté de Bokeh, précisément à Tingilinta, une vaste campagne de reboisement. L'opération a mobilisé autorités administratives et population. Reportage Yaya Silla, Idrissa Sissé. Ici, à Tingilinta, chaque plan mis en terre se veut un pari sur l'avenir. Avec sa campagne de reboisement, Nimba Mining Company entend réparer les espaces dégradés et renforcer la protection de l'environnement. Au-delà de la plantation, l'enjeu est de restaurer durablement le couvert végétal et de préserver les ressources naturelles. Mais aujourd'hui, si Nimba s'inscrit dans la logique de restaurer 50 hectares, cela va non seulement dans le sens d'aider la mine de Tingilinta à restaurer son écologie, mais aussi lutter contre les gaz à effet de serre. Donc, il est très bien important de faire la mine, de générer des revenus, mais il est important aussi de faire la restauration des espaces qui ont été exploités. Le devoir de la société, le devoir de l'État, c'est d'accompagner les communautés riveraines dans le cadre de la protection de l'environnement, dans le cadre de la sauvegarde de l'environnement. Les autorités administratives locales et le ministère de l'Environnement et du Développement durable saluent cette initiative et appellent à une mobilisation collective pour assurer la réussite de la campagne. Le plateau 26 appartient à notre patrimoine commun. Sa restauration ne doit pas être durable, sans implication des populations. J'invite à vous approprier des programmes et protéger les plantes contre les feux de brousse. J'exhorte particulièrement les jeunes de devenir les véritables ambassadeurs de la protection de l'environnement. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable apprécie l'engagement de votre société à travers cette initiative qui devra se traduire par des résultats effectifs, mesurables et durables. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers ses services déconcentrés, veillera ainsi au suivi rigoureux des superficies restaurées, du nombre et de la nature des espèces plantées, de leur entretien et surtout de leur taux de survie. À Tingilinta, le véritable défi commence maintenant. Assurer le suivi des plans mis en terre pour transformer cette campagne en une restauration durable des espaces dégradés. Gouvernance avec cet espace de dialogue inclusif et durable au service de la commune de Matoto. Il vient de mobiliser les leaders locaux, femmes et jeunes de la commune. Au cœur des échanges, la gestion des déchets, un défi qui dépasse largement les questions environnementales et sanitaires. Reportage Sona Sagno. À Matoto, femmes, jeunes, leaders locaux, acteurs de la société civile et autorités communales sont autour de la même table. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet FAMSI, Femmes engagées pour la mobilisation, l'écologie et la citoyenneté inclusive. L'objectif de ce forum, c'est de permettre spécifiquement aux différents acteurs de notre commune pour mettre en place un cadre de concertation, d'échange, d'écoute, et à l'issue de cela, identifier ensemble les différents problèmes et trouver des solutions, faire un réel suivi des engagements parce qu'il y a eu des recommandations tout au long des différents échanges qu'on a eu à faire aujourd'hui lors de ce forum. Vraiment remercier les partenaires techniques et financiers, à l'entame l'Union européenne à travers Catholic Relief Service, RASGI et Enfants du Globe. Nous sommes convaincus que la participation de tous est essentielle pour mieux identifier les difficultés rencontrées dans nos communautés et rechercher ensemble des solutions adaptées. Au centre des discussions, la gestion des déchets, un problème qui touche l'environnement et la santé, mais qui interpelle également la gouvernance locale, la citoyenneté et la responsabilité de chacun.
Notre ambition est que les recommandations ici de cette rencontre puissent contribuer à améliorer les actions, les mécanismes et la collaboration au niveau local. Cette rencontre est une bonne initiative. Elle met en relation les PME qui sont dans la collecte, les autorités locales et communales et les acteurs du recyclage et de la valorisation des déchets. Une dynamique qui met les femmes et les jeunes au cœur de la participation citoyenne. Je les encourage et j'invite les jeunes à s'impliquer davantage dans la gestion des collectivités locales et de se donner les mains. À Matoto, le message est clair. Pour une commune durable, la solution passe par le dialogue, l'engagement et l'action collective. Réhabilitation des axes routiers, les travaux de la transversale numéro 6 piétine, commencés depuis plus de 6 mois, ils accusent toujours du retard. Une de nos équipes était sur le chantier pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Constat, usagers et riverains sont partagés entre espoir et inquiétude. Reportage Kanda Kamara, Abdul Karim Kamara. Pendant l'hivernage, pratiquer certaines routes de Conakry relève d'un parcours du combattant. Ces derniers temps, le gouvernement a engagé des travaux de réhabilitation dans la capitale, comme sur la transversale numéro 6, un axe très pratiqué par les usagers. Ces travaux constituent aujourd'hui un ouf de soulagement pour les riverains. Nous sommes là il y a plus de 30 ans. Ce qu'on est en train de voir pour le moment là, nous sommes très dépassés. Ce qui se passe aujourd'hui, je sais que ce n'est pas ici seulement en Guinée, à Conakry. De là jusqu'à Karala, c'est le même travail. Vraiment, on donne beaucoup de bénédictions à l'État, que Dieu donne la force à Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Les usagers saluent l'engagement du gouvernement tout en émettant une réserve quant à la qualité des travaux. Le message qu'on peut dire à notre Excellence, le président Mamadi Doumbouya, c'est de veiller au contrôle des travaux. Chaque année, il reprend le même travail. Donc cela, en travaillant, ça fatigue les passants. Il faut qu'ils travaillent vite. Cependant, certaines personnes portent un regard critique sur l'état d'avancement des travaux, sans oublier l'impatience des camionneurs. Pour ce qui est de l'avancement de ces travaux, je peux dire que ça traîne beaucoup. Il y a des parties qui ont été bitumées ici. Ça n'a même pas fait une semaine. Ça commence à se dégrader. Et il y a les camions qui circulent ici massivement. Dès qu'on finit de bitumer les parties, on ne laisse même pas que ça chèsse très bien. Les camions commencent à circuler. Au-delà de la lenteur, notre équipe a voulu connaître aussi le délai d'exécution des travaux de réhabilitation de la transversale numéro 6. Mais aucun responsable ou travailleur de l'entreprise contractante n'a accepté de se prêter à nos questions. Parlant toujours de construction, le centre hospitalier universitaire Ignace Dine s'apprête à tourner une page majeure de son histoire à l'occasion d'une conférence de presse. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a expliqué les contours du projet de reconstruction de cet établissement historique et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins pendant les travaux. Compte rendu, Adiatou Bari, Mohamed Mpati Kamara. Face caméra, la ministre de la Santé détaille la stratégie. Avant la démolition et la reconstruction, les activités des différents services de l'hôpital sont transférées temporairement vers des structures sanitaires identifiées. Une opération complexe qui nécessite une importante mobilisation humaine, matérielle et logistique. Notre objectif immédiat est que dès lundi, les services les plus critiques puissent commencer à être opérationnels au Kankamaen, dans des conditions garantissant la sécurité des patients et du personnel. Pour y parvenir, nos équipes travaillent nuit et jour. Les équipes techniques, médicales, administratives et logistiques sont pleinement mobilisées pour accélérer les aménagements, installer les équipements et permettre la mise en service intégrale du Kankamaen dans les meilleurs délais. Le transfert des matériels, équipements, mobilier, archives et autres biens du CHU est également en cours. À ce jour, les 84 patients nécessitant une continuité immédiate de leur prise en charge ont été transférés en toute sécurité, notamment vers l'hôpital national d'Onka et l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, selon leurs besoins médicaux et les capacités d'accueil de ces structures.
Mais la conférence de presse permet surtout de dévoiler la vision du futur Ignasdine. Vieux de 120 ans, l'hôpital historique doit laisser place à une infrastructure moderne conçue pour répondre aux nouveaux besoins sanitaires. La ministre évoque notamment l'intégration de nouveaux services spécialisés destinés à renforcer l'offre de soins et les capacités du futur CHU. Mis à part que ce sera un hôpital vraiment moderne, au standard international, nous voulons ajouter des services qui aujourd'hui n'existent pas. Aujourd'hui, nous savons que la République de Guinée n'a pas de centre de cancérologie. Un CHU aussi doit avoir son centre d'oncologie. Donc c'est un service que nous prévoyons de rajouter. Et ce travail sera fait de façon collégiale avec les services qui sont existants aujourd'hui à Ignasdine pour identifier les gaps en matière de soins. Donc nous allons y implanter des services et des équipements de dernière génération. Dans les échanges avec la presse, le calendrier est également précisé. 4 ans de travaux sont prévus pour mener à terme cette transformation. Pendant ce temps, un important dispositif devrait accompagner les équipes et les patients dans les structures temporairement identifiées. La santé de la mère et de l'enfant reste également parmi les priorités du gouvernement. À Kindia, 30 sages-femmes venues des différentes structures sanitaires ont participé à un atelier intensif sur les soins obstétricaux et néonatals d'urgence de base, une initiative qui bénéficie de l'appui technique et financier du projet Rich Malaria. Reportage Sununu Sidibé, Marwan Kamara, Sonasagnon. La réduction de la mortalité maternelle et néonatale demeure l'un des défis majeurs du système de santé guinéen pour contribuer à l'amélioration de la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales. Plus de 30 sages-femmes renforcent leurs compétences en soins obstétricaux et néonatales d'urgence de base à Kindia. Cette initiative est portée par la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition à travers le programme national de santé maternelle et infantile. Le renforcement de capacité est une bonne chose au niveau des structures sanitaires, parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu l'honneur de venir. Il n'y a que 2 par préfecture. Et ces 2 agents-là doivent aller faire la restitution au niveau des autres agents pour améliorer leurs prestations au niveau des structures périphériques. La disponibilité des équipements, elle est vraiment importante, mais savoir qu'on a des sages-femmes qui peuvent servir est un facteur très déterminant pour sauver des vies. Pendant cette journée, ces sages-femmes venues de différentes structures sanitaires des régions de Boké, Kindia et Labé sont formées aux techniques de prévention et de gestion des complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la période néonatale. Ça m'a permis d'améliorer mes compétences de la prise en charge maternelle et fœtale. Comment faire pour référer des femmes et comment se comporter en cas d'hémorragie du postpartum ou pendant la période de la grossesse. Le présent atelier s'inscrit dans l'amélioration des compétences de sages-femmes afin qu'on puisse minimiser autant que faire se peut les risques de décès évitables dans nos structures sanitaires, notamment les structures les plus reculées. Organisé avec l'appui du projet Rich Malaria, les participantes sont appelées à mettre en pratique les compétences acquises dans leurs structures respectives afin de garantir une prise en charge plus efficace des urgences obstétricales et néonatales au bénéfice des populations. Santé animale avec cette nouvelle dynamique au ministère de l'élevage. Quelques semaines après sa prise de fonction, le ministre de l'élevage Alpha Bakar Barry a réuni pour la première fois les acteurs des différentes filières au menu des échanges, écoute, dialogue et engagement. L'ambition est de doter le pays d'un élevage moderne, compétitif qui contribue à nourrir la population. Reportage Yaya Silla, Noumousso Diakité. Un dialogue franc et des engagements concrets. Face aux acteurs des différentes filières, le ministre de l'élevage réaffirme sa volonté de travailler main dans la main avec l'ensemble des professionnels du secteur et salue leur engagement quotidien pour la sécurité alimentaire.
Alpha Bakar Bari rappelle que l'élevage demeure un pilier de l'économie nationale. Le département a renouvelé son ambition d'être au service d'un élevage moderne, un élevage dont les produits sont accessibles aux Guinéens et surtout un élevage qui produit à la fois de l'emploi et de la richesse. Les acteurs sont très engagés, très courageux et nous avons aussi décliné notre vision des prochaines années qui est une vision du président de la République qui est confinée dans ce qu'on appelle le programme Simandou 2040. C'est donc une rencontre de prise de contact, d'échange et surtout la confirmation de la continuité et de l'accélération des actions déjà commencées. Les éleveurs disent retenir les annonces et attendent leur mise en œuvre sur le terrain. Ils saluent un dialogue franc et souhaitent qu'il soit régulier. On a fait part au ministre aujourd'hui de notre niveau d'investissement en ce qui concerne ce secteur et que c'est un secteur qui nous tient à cœur et sur lequel nous voulons faire des investissements pour pouvoir aujourd'hui répondre aux besoins alimentaires de la population guinéenne. Nous attendons beaucoup de lui. Son intervention nous rassure, puisqu'il s'est exprimé en connaisseur du secteur. Lorsqu'il parle du foncier surtout, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous avons évoqué ici nos difficultés, qu'il n'a pas manqué de propositions. Lorsqu'il y a un cadre permanent d'échange, ça permet facilement de trouver solution aux problèmes. Entre promesses du gouvernement et attentes des professionnels, le secteur de l'élevage espère désormais passer à une nouvelle étape. Parlons de ce commerce à haut risque, mais très prisé pendant les moments d'embouteillage à Conakry. Pour eux, les embouteillages représentent une occasion de trouver des clients et gagner leur vie. Ce soir, nous faisons un gros plan sur ces vendeurs souvent exposés à des accidents de la circulation. C'est un grand format réalisé par Madiabi, rendu en studio par Makeme Keleti Donzo. À Conakry, on les voit partout dans les embouteillages. Jeunes, femmes et hommes, ces vendeurs ambulants se faufilent entre les voitures pour proposer leurs produits aux chauffeurs et aux passagers. Une activité qui fait vivre de nombreuses familles, mais qui les expose chaque jour à de grands dangers. Si nous passons entre les voitures, c'est parce que nous n'avons pas le choix. C'est la raison pour laquelle nous nous arrêtons entre les véhicules. Des fois, les motards peuvent nous cogner, mais nous nous écartons pour les laisser passer. Il y a aussi des conducteurs qui nous insultent et cela provoque des disputes. Ce n'est pas tout le monde qui est habitué à la circulation des embouteillages. Il y en a qui, lorsqu'ils arrivent, paniquent et peuvent tomber. Une voiture peut aussi les percuter. Ici, il n'y a ni magasin, ni table pour exposer la marchandise. Pour vendre, il faut aller directement vers le client. Dans les bouchons, les vendeurs marchent entre les véhicules afin de présenter leurs articles. De Kipé à Koza en passant par la tannerie, la scène se répète. Mais avec les fortes pluies qui s'abattent actuellement sur Conakry, cette activité devient encore plus dangereuse. Les jours où il pleut, nous ne sortons pas. Nous attendons que la pluie cesse avant de venir. Comme aujourd'hui par exemple, il a plu et nous venons à peine de sortir. Quand la route est bloquée, il y a des personnes qui veulent acheter. Mais parfois, elles voient des choses qui les intéressent sans le dire. C'est seulement lorsque les policiers libèrent la route qu'elles disent finalement qu'elles veulent acheter. Et lorsque tu leur donnes la marchandise, elles peuvent partir avec 100 payer. Tu es obligé de courir derrière elles, parfois sans réussir à récupérer ton argent. Tu peux donc perdre ta marchandise, c'est aussi un risque. Face au mouvement continu des automobiles, au freinage imprévisible et à l'incivilité de certains usagers, le moindre manque d'attention peut tourner au drame. Pourtant, malgré la peur et les conditions difficiles, ces marchands à la sauvette ne baissent pas les bras. Pour beaucoup d'entre eux, c'est souvent le seul moyen de gagner un revenu et de subvenir aux besoins de leur famille. Nous, les chauffeurs, quand nous arrivons, nous essayons de les protéger. Quand tu vas au milieu des voitures et qu'il y a un accident, tu ne peux pas y échapper. Par exemple, lorsqu'une voiture descend une colline, le frein peut lâcher. Si tu te retrouves devant la voiture à ce moment-là,
c'est Dieu seul qui peut te sauver. Pour moi, ce n'est pas bien de déambuler entre les véhicules. Il y a un gros risque. Je préfère que ces vendeurs trouvent un endroit où revendre, mais pas sur la chaussée. À Conakry, l'embouteillage est un véritable cauchemar pour les usagers de la route. Mais pour ces vendeurs ambulants, les longues files de voitures représentent une opportunité d'affaires. Plus les bouchons perdurent, plus ils ont la chance de trouver des clients. Un commerce qui prend de l'ampleur chaque jour malgré les nombreux risques. Ce que je demande à ces vendeurs, c'est de faire beaucoup attention dans la circulation, surtout en cette période. Il faut beaucoup éviter les va-et-vient pour limiter les risques d'accident de la route. Derrière chaque bouchon se cache donc une opportunité pour ces vendeurs. Vendre quelques articles et rentrer avec un revenu à la maison. Un défi quotidien qu'ils relèvent face aux intempéries, à la densité du trafic et aux dangers permanents de la route. Dans l'actualité encore, renforcement de capacité à l'école normale des professeurs de l'enseignement technique. Le but, actualiser leurs connaissances et perfectionner leurs méthodes pédagogiques. Ceci pour faciliter la formation des apprenants. Reportage Moussa Komara. Ils étaient candidats, les voici désormais apprenants. Après l'étape de sélection, ils sont 180 formateurs retenus pour reprendre les bancs de la formation. La démarche vise à remettre leurs connaissances à niveau, renforcer leurs compétences et surtout adapter leurs méthodes d'enseignement aux nouvelles exigences du monde professionnel. Au cœur de cette ambition nourrie, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel. On perfectionne les formateurs pour qu'ils soient des formateurs de qualité pour aller former des apprenants eux qui doivent trouver du travail sur le marché de l'emploi. Nous sommes dans un secteur éducatif qui cherche à perfectionner, à créer de l'excellence dans le domaine de l'éducation. Durant cette formation, les participants sont appelés à renforcer tous les leviers nécessaires à une transmission plus efficace des savoirs et des compétences. Ils vont rentrer avec des compétences leur permettant de retransmettre ces connaissances à d'autres apprenants qu'ils vont encadrer tout au long de leur vie professionnelle. Après cette formation, je veux vraiment donner de meilleur de moi-même, d'être une vraie formatrice, de former des cadres de ce pays. En renforçant les capacités des formateurs, les autorités, les DAMPETS veulent agir à la source pour améliorer la qualité de l'enseignement et offrir aux apprenants une formation davantage orientée vers la pratique et l'employabilité. Qu'ils s'investissent pleinement dans la formation pour que vraiment ils ressortent ici complètement enrichis et avec toutes les compétences et les savoirs que nous voulons leur transmettre à travers ces formations-là. À travers cette mise à niveau des formateurs, c'est toute la chaîne de formation qui est appelée à évoluer avec en ligne de mire une meilleure adéquation entre les compétences et les besoins du monde du travail. Dans le cadre de la transformation administrative également, une session intensive de renforcement de compétences s'est ouverte à Kindia au profit des cadres et agents de la région administrative, j'allais dire. L'objectif est de doter les acteurs locaux des outils nécessaires à une gouvernance plus efficace, plus performante et davantage orientée vers le développement territorial. Reportage Sununu Sidibé, Marwan Kamara. Durant plusieurs jours, administrateurs locaux, chefs de services et agents régionaux se prêtent à un exercice d'apprentissage et d'échange inédit autour de la gouvernance locale. Conçue et animée par l'École nationale d'administration, cette session s'inscrit dans le vaste chantier du ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique. La modernisation de notre administration constitue aujourd'hui une priorité nationale. Plus l'administration publique est performante, l'État devient performant. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a placé le renforcement du capital humain comme une priorité de l'action gouvernementale. Donc nous, en tant qu'ENA, nous avons donc jugé nécessaire
de mettre en œuvre ces initiatives de formation à travers tous les pays. Pendant plusieurs jours, les participants sont outillés sur les pratiques et mécanismes liés à la gouvernance territoriale. L'objectif est de renforcer leurs capacités afin de leur permettre de répondre aux exigences de l'administration publique moderne et aux besoins des populations. Qui parle de bonne gouvernance, c'est le commandement participatif. Qui parle de commandement participatif, il veut que la bonne gestion soit là dans la plus grande transparence. Notre pays est engagé dans une dynamique de transformation profonde de son administration publique. Cette transformation s'inscrit notamment dans la mise en œuvre de la vision Simandou 2040, qui constitue une ambition majeure pour le développement économique, social et territorial de notre cher pays. Ce renforcement continu des capacités des cadres et agents constitue un levier essentiel pour moderniser l'administration publique locale et soutenir durablement le développement des régions. Une démarche qui devrait contribuer à rapprocher davantage l'administration des citoyens et à améliorer l'efficacité de l'action publique en Guinée. Tenu à Manéa de la première session du conseil communal, il était question de réorganiser l'administration et valider le règlement intérieur pour la gestion équitable de cette municipalité. Reportage Moussa Bangoura. Au pied du mont Kakoulima, la commune urbaine de Manéa, l'une des 13 collectivités de la capitale. Pour accélérer le développement local, la mairie y a tenu la toute première session de son conseil communal. Au cœur des échanges, la réorganisation de l'administration, la création d'un service financier local et l'adoption du règlement intérieur, conformément au code révisé des collectivités. Après les prises de contact, nous avons constaté qu'il n'y avait pas une base réelle de l'administration au niveau de Manéa. Donc pour pouvoir travailler, il faut faire asseoir l'administration en question, surtout avec nos nouvelles autorités qui demandent à ce que l'administration soit une référence, une administration soit organisée, une administration soit vraiment un modèle fondamental de développement local. Conseillers communaux, chefs de quartier, acteurs de la société civile ou encore cadres des services déconcentrés, tous ont répondu présent. Les points validés au cours des débats doivent désormais fixer la feuille de route de la municipalité. De Manéa, nous leur demandons de nous accompagner. Et tout ce qu'ils vont voir de nous faire dans le quartier ou dans les marchés, d'accepter que nous faisons pour nous tous. C'est pour le développement de Manéa. C'est pour avoir des ressources qui pourront nous aider à développer Manéa. Les conseillers, ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont maintenant à 45. Donc il faut vraiment se donner la main et ne pas créer de tendances là-bas. La lutte politique est terminée. Maintenant, ils doivent viser le développement de Manéa. Ils doivent tous être dans ce manteau pour qu'ils aboutissent à quelque chose de meilleur. Enfin, pour répondre aux attentes des citoyens, des commissions de travail ont été créées. Leur mission, épauler l'exécutif communal et créer une synergie d'action pour enclencher durablement le développement de Manéa. Dans le district de Bouré-Fatoya à Sigiri, plusieurs infrastructures sociales de base sont réalisées, d'autres en construction. Parmi ces chantiers majeurs, un marché moderne, des ouvrages de franchissement. Il s'agit du fruit des efforts collectifs coordonnés par le bureau du district et de la jeunesse. Reportage Ibrahima Woulem Fofana. À Sigiri, nous sommes au cœur de Bouré dans le district de Fatoya. Dans cette zone minière, le bureau de district s'active dans le développement communautaire. Au-delà des mines, l'autorité locale veut trouver une autre alternative pour assurer le quotidien des femmes. L'ambition majeure est la réalisation d'un marché moderne de 38 pièces. Nous avons constaté que les femmes du village souffrent du manque de marché. Donc, il fallait construire ce marché pour permettre à nos mamans de s'approvisionner sur place. Nous avons construit des routes et 3 ponts. Nous sommes en train de rénover le vestibule des sages.
Nous nous battons également dans l'électrification de la grande mosquée. Dans la nouvelle préfecture de Tintignan, le district de Fatoya a près de 20 000 habitants. La promotion de l'éducation est aussi comptée parmi les prouesses de cette jeune équipe du bureau de district et de la jeunesse de Fatoya. En ce qui concerne l'administration locale, nous avons pensé d'abord à l'aspect d'éducation. Nous avons procédé dans un premier temps à la rénovation de notre première école primaire du village, à la construction du logement du directeur, la réalisation d'un forage dans l'enceinte de l'école et la clôture de la deuxième école primaire du village, à la clôture de notre cimetière. Il y a eu même aussi vraiment un pont qui a été réalisé dans ce sens-là. L'autre aspect du développement local est le fruit de la bonne collaboration entre la société minière La SAC de Sigiri et ce bureau de district. À travers cette collaboration, des infrastructures comme une maison des jeunes et le centre féminin d'apprentissage du métier sont en cours de réalisation. À Seke Alaïne dans Doko, le projet de développement rural fait du chemin. Plusieurs infrastructures sociales de base sont réalisées pour répondre aux multiples attentes de la population. Reportage Kiamokaba. À Ségué Alaïne, dans la sous-préfecture de Doko dans Sigiri, l'esprit du développement communautaire progresse de façon rassurante. Des infrastructures sociales de base sortent de terre pour répondre aux attentes de la population, des écoles publiques, en passant par des bâtiments administratifs et foyers d'accueil des jeunes. Le bureau de district pose ses nouveaux jalons pour changer l'image de cette localité minière. Autre chantier, l'ouverture des voies d'accès. Ceux qui pensent que l'État doit tout faire se trompent. Il faut laver d'abord ton ventre avant que quelqu'un lave ton dos. Il ne faut pas rester à bras croisés. C'est grâce aux sages que tous ces travaux ont été réalisés. Si les sages sont d'accord, tout peut marcher. Aujourd'hui, nous voulons que notre district soit résidé en sous-préfecture. À cela s'ajoute un poste de santé amélioré pour rapprocher les services de soins des populations. En jetant un coup d'œil sur le domaine agricole, le district encourage la productivité pour tourner le dos à l'exploitation illégale de l'or qui enregistre des pertes en vie humaine. Autre bonne nouvelle, sont des ouvrages de franchissement pour fluidifier le trafic entre Sigiri et la République du Mali dans le registre des échanges commerciaux. Nous demandons au chef de l'État de nous aider à avoir un marché et de créer une condition pour nous les femmes pour que nous puissions aider nos maris. Nous remercions Allah d'avoir nous donné un bon chef, un chef de paix. Pour obtenir des résultats de la nouvelle saison de gouvernance locale, l'équipe de Boulaye Keita pose des doléances auprès des pouvoirs publics. Le manque d'enseignants, de personnel médical et l'accès difficile au périmètre agricole, des cris du cœur pour le bien-être des communautés. À Boki, au compte de l'ANAFIC, plusieurs cadres venus de différentes communes rurales et urbaines ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur la bonne gestion d'outils de vulnérabilité. Le but est d'enregistrer toutes les personnes en situation de vulnérabilité pour faciliter leur inclusion dans le processus de développement socio-économique de leurs collectivités respectives. RTG Boké, Younoussa Tawel Kamara. Au cours de cette autre formation des acteurs locaux des communes rurales et urbaines de Boké, il est question d'enseigner la technique d'utilisation d'instruments de vulnérabilité sociale. Une initiative de la direction de l'antenne régionale de l'ANAFIC de Boké en vue de faciliter l'identification des différents groupes vulnérables pour favoriser leur inclusion dans le développement local. Il s'agit de permettre aux acteurs communaux de comprendre et d'utiliser l'outil de vulnérabilité sociale afin d'identifier les groupes vulnérables, les facteurs qui peuvent limiter leur participation et les mesures susceptibles de favoriser
leur inclusion dans le développement local. La maîtrise parfaite de cet outil pourrait également faciliter la classification des différents types de vulnérabilité dans les collectivités locales, mais aussi connaître les facteurs qui limitent la participation des personnes vulnérables dans le processus de développement socio-économique des communes. Je suis tellement ravie de suivre cette formation et de nous remettre les outils de travail. Donc ça nous donne le courage d'augmenter l'effort. Le développement dans nos villages est un des soucis constants du gouverneur de région et du président de la République Mamadi Doumbouya. Je voudrais féliciter l'ANAFIC pour le dynamisme engagé en faveur des communautés. C'est dans les communes et au sein des communautés que les politiques publiques deviennent concrètes. Après la formation, les agents seront déployés dans les différentes communes pour le démarrage effectif du processus d'identification des groupes vulnérables et remonter les informations à la direction de l'antenne régionale de l'ANAFIC de Boké. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Zoota, dans la préfecture de Zérékoré, comme partout ailleurs dans le monde. Nous vous disons merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.